Bonjour chers élèves, donc, nous sommes là ce matin pour continuer notre programme en histoire. Nous allons voir ce matin la leçon 4, les fascismes. Donc, les fascismes ici, nous devrons d'abord définir le fascisme. Qu'est-ce que le fascisme? Donner son origine. En plus, analyser l'organisation des régimes fascistes au plan politique, économique et social. Pour parler des caractères généraux du fascisme, des fascismes principaux et des fascismes secondaires. En plus, analyser les conséquences des actions des régimes fascistes dans le monde. Donc, en introduction, nous allons aborder les choses proprement dites. Donc, nous dirons d'abord que après la crise économique de 1929, de nouveaux types de régimes antidémocratiques appelés fascistes connaissent un essor particulièrement en Europe et en Asie. L'œuvre des fascistes eut des conséquences de portée internationale. Grand 1, nous allons définir et donner les origines du fascisme. Donc, petite définition. Nous dirons que le fascisme vient du mot italien fascio, qui signifie le faisceau, c'est-à-dire le rassemblement. Donc, ça veut dire le rassemblement. Le fascisme est un mouvement politique qui rassemblait les opposants au système capitaliste et communiste. Il fut fondé en 1919 par Benito Mussolini. Donc, on peut dire que c'est un mouvement politique qui rassemblait les opposants au système capitaliste et communiste. Autrement dit, on dit que c'est une doctrine politique qui rassemblait les opposants au système capitaliste et communiste. Donc voilà quelques définitions que nous pouvons donner du fascisme. Donc, en deux, nous allons voir les origines du fascisme. Donc, en parlant des origines du fascisme, il faut surtout retenir que au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Italie traverse une crise économique, endettement, inflation, une crise sociale, baisse du pouvoir d'achat, taux de chômage élevé et moral. Les Italiens sont déçus car ils n'ont pas obtenu les territoires promis par les Alliés après la Première Guerre mondiale. En rappel, les Italiens, avant la Première Guerre mondiale, avaient signé un pacte avec la Triplice, le bloc de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Mais pendant la guerre, l'entente, c'est-à-dire le bloc de la France, l'Angleterre et la Russie, avait négocié l'Italie de les rejoindre. Et en retour, à la fin de la guerre, on allait céder quelques territoires, c'était quelques colonies d'Afrique à l'Italie, chose que les Alliés, l'entente n'a pas tenue. Et ça frustrait moralement les Italiens. Donc, en plus, en mars 1919, Benito Mussolini fonde à Milan le faisceau italien de combat destiné à rassembler les mécontents de la crise. Donc, voilà ce que Mussolini fera pour pouvoir rassembler les mécontents de la crise. Donc, à partir de 1920, le faisceau prend
son essor. En 1921, Mussolini transforme les faisceaux italiens de combat en parti national fasciste. Oui, Mussolini transformera les faisceaux italiens de combat en parti national fasciste. Pour s'emparer du pouvoir, Mussolini organise en octobre 1922 une marche sur Rome. Donc, pour s'emparer du pouvoir, Mussolini va organiser, à partir de son parti, il va organiser des mouvements pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Et suite à une révolution organisée par Mussolini, ils vont renverser le souverain italien Victor Emmanuel III, qui va céder sous la pression et nomme Mussolini chef du gouvernement le 29 octobre 1922. Donc, suite à cette révolution, le souverain italien Victor Emmanuel III va nommer Mussolini comme chef de gouvernement. Donc, et à partir de là, Mussolini va pouvoir se développer et mettre en valeur ses idées. Donc, en grande, nous allons voir les caractères généraux du fascisme. Donc, en parlant des caractères généraux du fascisme, il y a d'abord les caractères comme l'antilibéralisme et le totalitarisme. Donc, l'antilibéralisme et le totalitarisme, le fascisme préconise un régime très autoritaire avec la création d'un parti unique et d'une police politique. Donc, le fascisme est contre toute forme de liberté. Donc, c'est la domination absolue, la monarchie absolue. Donc, d'abord, quand on parle d'un régime fasciste, les caractères d'abord, c'est la création, l'existence d'un parti unique et l'existence d'une police politique. En plus, on a l'anticommunisme et le racisme. Donc, les régimes fascistes ont aussi comme caractère l'anticommunisme. C'est des régimes qui s'opposent au communisme, qui accusent le communisme de vouloir mettre tout le monde au même pied. Chose que les fascistes n'ont jamais cautionné comme une manière de gérer le pouvoir. Car selon lui, il est impossible de vouloir supprimer les inégalités entre les hommes. Donc, Mussolini disait qu'on ne pouvait jamais avoir une égalité entre les hommes. Cette égalité est divine. Donc, l'ultranationalisme, les fascistes sont souciés de la grandeur de la nation, développèrent le militarisme, c'est-à-dire l'amour de la force militaire, au détriment des libertés individuelles et des droits de l'homme. Donc, voilà ce que les fascistes vont mettre en place pour pouvoir défendre leur pays. Ils vont s'engager dans l'armée et combattre les libertés individuelles et les droits de l'homme. Pour eux, il n'y a pas de droit pour un homme. Il faut suivre les ordres qu'on te donne. Donc, en plus de cela, il y a la propagande et le culte de la personnalité. Donc, quand on parle de la propagande et le culte de la personnalité, il faut retenir que l'organisation régulière des grandes manifestations où les foules acclament le chef en lui lançant des slogans étaient les manières qu'on donnait aux leaders fascistes pour pouvoir mieux se montrer, mieux se valoriser et pouvoir faire plus de visibilité auprès de ces sujets. Donc, l'expression se résume à quelques mots simples, un message fort. Donc, quand on parle de slogan, il faut surtout retenir que c'est des expressions qui se résument en quelques mots simples, un message fort. Donc, voilà autant de caractères généraux des régimes fascistes. Donc, retenez qu'il y a l'antilibéralisme et le totalitarisme, l'anticommunisme et le racisme. Il y a l'ultranationalisme,
la propagande et la culture de la personnalité. Voilà autant de caractères que les fascistes avaient, les régimes fascistes avaient. Donc, en grand 3, nous allons aborder maintenant l'organisation des fascistes. Donc, en parlant de l'organisation des fascistes, retenez surtout qu'on distingue les fascistes secondaires tels que ceux de la Hongrie, de la Roumanie, du Portugal, de l'Espagne, et les fascismes principaux, notamment celui du Japon, très particulier, et surtout ceux de l'Italie et de l'Allemagne. Donc, il y avait des principaux fascistes qu'on appelait comme le fascisme italien, le fascisme japonais et le fascisme allemand. Voilà les trois principaux régimes fascistes. Et les régimes secondaires, on avait le fascisme de la Hongrie, le fascisme de la Roumanie, du Portugal et de l'Espagne qui étaient considérés comme des fascismes secondaires. Donc nous allons voir un exemple de régime fasciste. Le principal régime fasciste comme le fascisme italien, donc qui a été à l'origine de tous les autres fascismes, le fascisme italien. Donc nous dirons ici que sur le plan politique, le pouvoir appartenait désormais à Mussolini, le duc, malgré l'existence du roi et du parlement. Seulement le parti nationaliste fasciste était autorisé. Mussolini utilise les moyens de communication modernes comme la presse, la radio, le cinéma pour sa propagande. En 1929, Mussolini signe avec les papes des accords de Latran qui accordaient au pape un État, le Vatican. Donc pour mieux régner avec sa dictature, Mussolini va signer un accord pour accorder une indépendance, un État au pape, les religieux qu'il ne voulait pas impliquer dans son régime. Donc, ce qui va amener la naissance de l'État, un nouvel État qui est le Vatican. En plus, sur le plan social, il faut retenir que la population est embrigadée dès l'école. Les Italiens sont encadrés dans leur vie professionnelle par les syndicats fascistes, les seuls autorisés. Mussolini encourage la natalité et interdit l'immigration. Donc voilà, autant sur le plan social, il a interdit l'immigration, il encourage la natalité et encourage surtout les syndicats fascistes à encadrer les gens dans les différents services pour pouvoir faire la propagande de son régime. Donc, sur le plan économique, à partir de 1927, l'État intervient dans l'économie. Mussolini lance la bataille du blé pour accroître la production et satisfaire les besoins alimentaires du pays. Une politique de bonification des terres en entreprise, des grands travaux d'infrastructures routières, ferroviaires et d'urbanisation sont lancés. Pour lutter contre les conséquences de la crise économique de 1929, l'État crée l'Institut pour la reconstruction industrielle, IRI, en 1933 et impose l'autarcie. Donc, voilà autant de mesures économiques que Mussolini va mettre en place, c'est-à-dire développer l'agriculture pour pouvoir lutter contre la famine et développer l'industrie, la production industrielle. Donc voilà, mettre le pays en autarcie pour ne plus dépendre de l'extérieur. Voilà les différents éléments du fascisme italien. Donc deuxièmement, nous allons voir le nazisme allemand. Donc retenez que l'Allemagne est l'un des pays européens durement touchés par la crise économique de 1929. Le mécontentement de la population s'exprime par l'essor des partis communistes, socialistes et fascistes. C'est ainsi qu'en 1932, Adolf Hitler, chef des nazis et candidat à la présidentielle contre Hindenburg, président sortant. Hitler est battu, mais sous la pression des milliers capitalistes, Hindenburg fit appel à Hitler qu'il nomme chancelier le 30 janvier 1933.
parvenu au pouvoir, Hitler s'installe en quelques mois une dictature totalitaire. Donc, il y aura Hitler et Hindenburg qui vont partir aux élections, mais malheureusement, le président sortant Hindenburg va battre Hitler, mais sous la pression des milieux capitalistes, il va faire appel à Hitler, qui va profiter, mettre en place sa dictature totalitaire, parce qu'il sera nommé comme chancelier. Donc, à partir de janvier 1933, beaucoup de choses vont changer dans le pays. D'abord, sur le plan politique, l'Allemagne est nazifiée. Hitler instaure le parti unique et supprime les syndicats et les opposants. À la mort du président Hindenburg, Hitler ajoute à son titre de chancelier le Führer, c'est-à-dire l'empereur. Donc en 1933, la police politique, la Gestapo est créée. Les nazis utilisent tous les moyens d'information pour leur propagande, presse, radio, cinéma, comme en Italie. Donc sur le plan économique, Hitler remet au travail 6 à 7 millions de chômeurs. En 1933, le gouvernement lance une politique de grands travaux, construction d'autoroutes, d'usines automobiles, aéronautiques, etc. Mais à partir de 1936, l'économie est orientée vers la réalisation d'un programme militaire. L'autarcie devient l'objectif prioritaire en Allemagne. Donc les résultats de cette politique sont inégalés. Le chômage disparaît et l'industrie allemande accède au deuxième rang mondial, mais l'autarcie n'est pas atteinte autant pour moi. Donc voilà, quand Hitler est arrivé, il a remis au travail 6 à 7 millions de chômeurs, il a relancé les activités économiques dans le pays et il avait un autre objectif qu'il n'a pas pu atteindre, c'est-à-dire mettre le pays en autarcie. Mais sur le plan économique, Hitler arrivait à relancer l'économie allemande. Sur le plan social, il faut retenir que les libertés fondamentales sont ignorées par le régime nazi. Donc il n'y a pas de liberté fondamentale. Tout le monde doit se plier aux exigences du Führer. La société allemande est solidement encadrée et militarisée. Dès 1935, les étudiants, les médecins, les enseignants, les travailleurs en général sont regroupés en associations nazies et soumis aux travaux obligatoires. Donc voilà ce que nous pouvons parler de ces deux grands régimes, de ces principaux régimes, le fascisme italien et le nazisme allemand. Donc nous allons voir, dernier point, les conséquences du fascisme. Donc en parlant des conséquences du fascisme, il faut surtout retenir que il y a d'abord les alliances entre les régimes fascistes et après ces alliances, il y aura les agressions. Donc d'abord, en parlant des alliances fascistes, nous avons en novembre 1936 un axe d'amitié Rome-Berlin est proclamé. Il est remplacé en avril 1939 par le pacte d'Acier. Auparavant, le 25 novembre 1936, l'Allemagne et le Japon signèrent le pacte anti-Comintern dirigé contre l'URSS. L'Italie adhère à ce pacte un an plus tard, soit en 1937. Pour ne pas se battre sur plusieurs fronts à la fois en cas de conflit, l'Allemagne signe avec l'URSS en août 1939 un pacte de non-agression. Donc voilà comment les régimes fascistes vont rentrer en contact et ils vont commencer à signer des pactes parce qu'ils vont commencer les agressions et avant toute chose, il faut d'abord signer des pactes avec des pays qu'on craint avant de commencer les agressions. Donc en petit D, nous allons maintenant aborder les agressions fascistes. Donc il faut retenir ici que dès 1933, l'Allemagne et le Japon quittent la SDR. Mais auparavant, le Japon annexe la Mandchourie, région chinoise, en 1931. Hitler réarme l'Allemagne, rétablit le service militaire obligatoire et remilitarise la Rhénanie en 1936, qui était une région qu'on avait démilitarisée
à la fin de la Première Guerre mondiale. En mars 1938, Hitler occupe l'Autriche. Là, avec l'attaque de Landsluis, il occupe